Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sangoni. Comment ça va? Moi ça va très bien. Vous voulez que je vous dise? Hier j'ai rencontré un homme extraordinaire que j'avais déjà rencontré plusieurs fois dans le passé dans d'autres conventions. Il s'agit d'un comédien très célèbre nommé Éric Legrand. Connu pour la voix de Yamcha et de Vegeta dans Dragon Ball. Il a fait aussi d'autres voix connues telles que Seyar dans Les Chevaliers du Zodiaque. Et d'autres personnages comme dans Alias, la pub Malax Lynx, etc. etc. C'est un comédien dont la voix est très connue et il est très accessible. Il considère principalement en fait son travail comme vraiment son gagne-pain, son travail, mais il ne rechigne jamais à venir à des conventions et à répondre aux questions des fans de séries. Hier, il y avait une convention sur la pop culture et puis la geekerie à Cambrai, dans le nord de la France. Et je m'y suis rendu et je vous ai mis l'intégralité de l'interview. Alors, par souci de place, je mettrai l'interview sur 3 vidéos. Cette conférence, pardon, sur 3 vidéos. Publiées dans les 10 prochains jours. Voilà. Bonne écoute à tous, Kamehameha, et au revoir. Et encore un grand merci à Éric Legrand d'avoir répondu à nos questions. Disposition des comédiens. Mais moi j'ai une petite question du coup, c'est est-ce que vous avez préféré du coup doubler donc, le personnage de Seiya ou celui de Vegeta en fonction des caractères, peut-être qu'il y en a un qui vous correspond plus que l'autre ou... Alors c'est une question qu'on me pose souvent. La réponse elle est très claire. Entre un personnage, un héros qui est toujours gentil, toujours bon et un qui a un mauvais caractère et qui s'énerve, lequel croyez-vous est le plus drôle à faire? Vous avez la réponse. Bien, merci. Donc on sait bien maintenant. Pardon, je précise une chose, c'est que le personnage Vegeta a été dessiné d'après mon mauvais caractère. C'est peut-être pour ça aussi du coup. Bon, DBZ maintenant c'est un classique dans son domaine. C'est un classique dans son domaine, ça parle à toutes les générations. Est-ce que vous attendiez justement un tel succès quand vous avez commencé à doubler un peu le personnage de Vegeta, quand vous avez fait partie de l'aventure justement? Est-ce que vous pensiez qu'il allait y avoir un tel engouement? Non, d'abord j'ai été sur Dragon Ball avant que Vegeta n'arrive, parce qu'il y avait Dragon Ball avant Dragon Ball Z. Et moi j'ai fait partie dès le départ de Dragon Ball sur le personnage en particulier de Yamcha. Mais j'en ai fait plein d'autres, puisqu'à l'époque le principe était des doubleurs, et pas trop de boîtes de doublage. Les doubleurs, mais prenez une petite équipe de comédiens, on était 5, 6, 7 comédiens. Et le principe à l'époque, c'était de faire tous les rôles. On était là toutes les semaines, on venait toutes les semaines, un jour par semaine, et ces 6 ou 7 comédiens, on faisait tous les rôles. Donc moi j'ai commencé Dragon Ball et j'ai fait Yamcha en particulier, mais j'ai fait plein d'autres choses aussi. Là-dessus, Dragon Ball Z est arrivé avec Vegeta, et on m'a dit que Vegeta c'était moi, bon bah j'ai fait Vegeta. Pour répondre au reste de la question, non, quand on a vu débarquer cette série, nous avons tous été, comme la plupart des gens, très surpris de ce style-là qu'on ne connaissait pas du tout en France. Jamais personne n'aurait parié un centime là-dessus, parce que c'était tellement différent, c'était des ovnis pour nous. Hein. Le style était différent, l'animation était très très sommaire. Ce que ça trimballait, on n'avait jamais vu ça, il y avait de la violence, il y avait des choses très vulgaires, on va dire aussi. Et personne ne comprenait, c'était vraiment pour nous des choses tellement étrangères qu'on n'imaginait pas que ça puisse avoir un tel succès. Et on a compris très progressivement, au fur et à mesure du temps, que le temps passait, que ça avait un impact phénoménal. Et aujourd'hui, ça a l'impact qu'on connaît mondialement. Et on est toujours très surpris. Comment dire, j'ai compris le succès que ça a, je le vois, vous êtes là, vous avez une preuve, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fonctionne autant. On essaye de m'expliquer et il y a quelque chose que je ne vois pas. Je comprends, mais tous les gens de ma génération, en fait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fonctionne à ce point-là. Il y a forcément des raisons, mais quelles sont-elles? C'est très mystérieux, on n'arrive pas vraiment à comprendre. Nous qui avons été avec des Walt Disney, vous imaginez la différence? Bon, voilà.
Et donc on n'imaginait pas du tout ce que ça pourrait avoir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, tous les responsables des chaînes, les doubleurs, donc les patrons de boîtes de doublage, se contrefoutaient complètement de la qualité du travail qu'on faisait dessus. C'est pour ça qu'on était changé allègrement d'un épisode à l'autre si on n'était pas disponible, on mettait un autre comédien dessus, ils s'en foutaient. Les chaînes disaient, au moment qu'il y avait du texte français dessus, c'est bon, allez on diffuse, on s'en fout, c'était fait n'importe comment, les textes, les auteurs ne se consultaient pas entre eux, c'est pour ça qu'il y avait des différences de noms entre un épisode et l'autre, mais nous on ne se souvenait pas. Et parce que tout le monde s'en foutait, sauf nous les comédiens, parce que généralement on essaie de bien le faire, et c'est normal parce que c'est nous qu'on entend. Mais les responsables s'en fichaient totalement, vraiment. Le principal, c'était qu'il y ait des mots français. La qualité du texte, la qualité du jeu, le suivi des noms, le suivi du nom des attaques, le suivi du nom des personnages, ils s'en foutaient intégralement. Et c'est avec le temps, quand ils ont compris que c'était un tel succès, qu'on s'est mis à traiter les produits différemment, les responsables encore une fois, et qu'aujourd'hui on les traite totalement différemment, avec un respect infiniment plus grand. Le respect que ça mérite, comme tout produit d'ailleurs. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi si je tourne le dos à droite ou à gauche, mais voilà, je suis désolé si je me tourne le dos à droite, si je tourne, enfin, si je regarde de gauche, si je regarde à droite, je tourne le dos ici, je suis navré, c'est difficile de... Voilà. Donc vous disiez justement, vous parliez du succès de Dragon Ball à l'échelle mondiale. Est-ce que vous, les voix françaises de Dragon Ball et Dragon Ball Z, vous êtes justement reconnus à l'étranger quand vous vous déplacez pour des événements ou autre? Non, je ne crois pas. Ce qu'on peut voir, c'est sur Internet des réactions de gens étrangers qui comparent les versions, ou de Français qui comparent les versions, voire de gens étrangers qui parlent de la version française, en bien ou en mal, mais c'est le seul retour qu'on puisse avoir de l'étranger, sinon on ne se rend absolument pas compte. Il n'y a que pour les Japonais, certains Japonais, enfin... Non, ils ne connaissent pas, les Japonais que j'ai pu rencontrer dans des conventions comme ça, sont très impressionnés quand ils savent que moi en particulier je fais la voix à la fois de Vegeta et de Seiya, parce que même au Japon le mec il fait pas les deux, donc alors ils trouvent que je suis un dieu vivant pour eux quelque part, et à chaque fois ça me surprend, mais sinon pour autant ils ne connaissent pas nos voix. Voilà. Et donc comment on vous a contacté justement, comment on vous a repéré pour être le personnage de Vegeta et de Seiya en fait? Alors ça aussi c'est une question qu'on nous pose beaucoup, mais il faut, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est comment ça fonctionne dans le doublage. À l'époque je travaillais déjà beaucoup dans le doublage, puisque je me suis mis en CFR assez rapidement après ma sortie du conservatoire, et je travaillais très fréquemment pour un doubleur, encore une fois un patron de doublage, un doubleur n'est pas un comédien, pour un doubleur qui s'appelait la Sophie, SOFI, qui était une grosse boîte de doublage qui avait beaucoup de volume de travail, et je travaillais régulièrement pour eux. Et on m'a appelé pour faire ça, mais on ne m'a pas dit de quoi il s'agissait. On ne nous repère pas, on ne nous appelle pas pour... Enfin, comment dire, on m'a appelé, on m'a dit voilà, il va y avoir une série, et encore je ne sais même pas si on l'a dit, est-ce que tu seras libre tous les lundis des semaines qui vont venir, pendant 2 mois ou 3 mois ou 4 mois, pour faire une série? J'ai dit oui, puis j'ai débarqué, j'ai vu ce que c'était. Mais même aujourd'hui, quand on nous appelle, ça se passe par SMS la plupart du temps, on envoie un SMS, est-ce que tu es libre mardi matin, 9h30, 12h30, tel studio? Je réponds oui ou je réponds non. Et puis quand je débarque, je vois de quoi il s'agit, je vois si c'est un film, un téléfilm, un dessin animé, je ne sais pas, la plupart du temps, on ne sait pas. Quand le directeur artistique nous appelle en direct, quand on le connaît, quand il a le temps, et quand on a le temps de discuter 2 minutes avec lui, on lui dit de quoi il s'agit, il dit oh ouais, tu verras, c'est un dessin animé sympa, ou bien c'est un film très sympa, ou bien c'est un acteur que tu as déjà doublé, mais très souvent on ne le sait pas, la plupart du temps on ne le sait pas, c'est vraiment des SMS, est-ce que tu es libre tel jour à telle heure? Bah ouais, puis on débarque, ah c'est ça. Bah à l'époque c'était déjà ça, on ne nous repère pas spécialement, voilà, on travaillait pour la boîte ou on ne travaillait pas pour eux, donc ils appelaient régulièrement les comédiens, donc tous les comédiens que nous étions, on travaillait régulièrement avec eux, ils nous ont appelés pour faire ça, bon, on est arrivé, ah bah tiens c'est ça, bon bah c'est ça. Et ce que les gens ne savent pas, et quand beaucoup de jeunes aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque, s'intéressent au doublage et aux voix de plus en plus, grâce à Internet, et qui nous écrivent pour dire ah je voudrais faire ça, bon bah tu veux faire du doublage très bien, mais parce qu'ils voudraient faire du dessin animé, mais on ne le choisit pas.
on ne le choisit pas du tout. On ne choisit pas plus de faire Dragon Ball qu'on choisit de doubler un film de Woody Allen ou qu'on choisit de doubler un téléfilm ou Amour, gloire et beauté. On ne le choisit jamais. On nous appelle ou on ne nous appelle pas pour faire du dessin animé. Mais ça peut très bien ne jamais arriver. Donc quand les jeunes disent ah, je vais faire du doublage pour faire du dessin animé comme mon canard, t'en feras peut-être jamais. Surtout qu'il y en a de moins en moins qui se doublent en France. C'est de plus en plus, il faut le corps en Belgique parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc on fait de moins en moins de dessins animés en France. Voilà. Merci. Et une petite question aussi. Donc là, vous avez à nouveau endossé le rôle de Vegeta pour la sortie du film, donc le nouveau film Dragon Ball Super Broly. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir qu'à vos débuts? Est-ce que l'ambiance, comment dire, avec les comédiens, c'est notamment Brigitte Lecordier, etc. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir qu'à vos débuts ou il y a une forme de lassitude? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Mais on n'a pas ce rapport-là aux produits sur lesquels on travaille. Nous, c'est du travail pour nous. Alors, c'est plus ou moins agréable à faire, c'est plus ou moins sympathique à faire. On aime plus ou moins se retrouver, travailler avec les gens avec lesquels on travaille, mais comment dire, on ne peut pas dire qu'on ait du plaisir à faire ça. Pour autant, j'ai une immense tendresse pour ce dessin animé, hein, parce qu'il me faut des tas de choses, des tas de retours extrêmement sympathiques, des conventions, de vous voir tout devant moi, des contacts avec les gens. Donc j'ai une tendresse infinie pour ce dessin animé, pour ce personnage en particulier. Mais dire que j'ai du plaisir à le faire, ça n'est pas le terme que j'emploierais. Surtout que, sauf dans les scènes où il a du jeu, là je trouve ça rigolo à faire, parce qu'il a un très mauvais caractère et je m'amuse bien, donc j'en rajoute en plus une petite couche. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des scènes de combat. Et c'est effroyablement fatigant à faire. On hurle à s'arracher la voix, et quand on voit que ça arrive, on va faire le Dragon Ball, là, on y va, et quand on arrive sur le plateau le matin et que ça commence par on dit, la vache, quoi. Alors est-ce qu'on pourrait mettre les scènes de combat un peu plus tard? Oui, mais il n'y a pas beaucoup de texte avec du scène de combat, bon bah d'accord. Et là, c'est pas du plaisir. Franchement, c'est pas du plaisir. Ce qui me garde, d'ailleurs, j'en profite pour dire, voilà, je vois parfois sur Internet les gens qui n'aiment pas les versions françaises. Ils ont parfaitement le droit. Ça, je ne le conteste pas une demi-seconde. Sauf que je vois des tas de cons, je le dis, qui préfèrent les versions originales. C'est pas pour ça qu'ils sont cons, mais qui disent, ah, l'écrit en original, les Japonais sont mieux. Ben, j'ai envie de dire, bande de petits cons, venez sur le plateau, venez nous voir, on hurle à s'en péter la voix, on rentre chez nous à faune. Et vous trouvez qu'on fait des cris qui sont pas bons? Allez voir les Japonais. Les Japonais, ils font aussi certainement la même chose. La différence, en plus, c'est que les Japonais, eux, ils peuvent faire 5 secondes de cri et on va leur stretcher pendant 30 secondes. Nous, pas. Il n'y a pas de post-production. Nous, on fait le cri pendant 30 secondes. Alors, cessez de dire que les cris, on n'est pas à la hauteur. Merci. Moi, j'ai vu ça encore il n'y a pas longtemps, à propos de la sortie du film Broly, là. Des petits cons qui disent, allez voir la version originale. Oui, ils ont le droit. Ça, je ne le conteste pas une demi-seconde. Il faut qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Et qui n'aiment pas la version française, ils ont le droit. Mais je voyais déjà, les cris sont nuls. Bande de cons, d'abord ils voient que le teaser, ils voient que la bande-annonce. Sur la bande-annonce, il y a déjà des cris qui ont été mixés un peu en dessous parce qu'il y a une musique d'enfer. Mais sur le plateau, je peux vous dire que Borg, en particulier Patrick Borg qui fait son Goku, il hurle comme un malade. Mais comme un malade. Donc tous les connards qui viennent dire après, les cris, et ben fuck. Je vous ai dit que j'avais pas de caractère et que je m'énerve très facilement. Du coup, ouais, pour le nouveau film, Dragon Ball Super Broly, une session de tournage, enfin de doublage, ça dure en moyenne combien de temps? Alors ça, c'est une question à laquelle il est très difficile. Je ne sais pas combien de temps le directeur artistique a eu pour le faire. Il a peut-être eu une semaine, je ne sais pas, 5 jours, je ne me rends pas compte. Mais nous, on travaille maintenant différemment de ce qu'on faisait à l'époque. Quand on a commencé, on travaillait sur des cassettes vidéo. Donc, aller en avant ou en arrière, ça prenait du temps. Donc, et puis, il y avait la bande rythmo qui était séparée aussi. La bande rythmo, c'est là sur laquelle il y a le texte. Il fallait la rembobiner, donc aller en avant, en arrière. Donc, en fait, comme ça prenait du temps.
on commençait le matin à 9h30, on chargeait la cassette vidéo et on enquillait la totalité du film, on déroulait le film. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent, on travaille de l'informatique. Tous les fichiers sont informatisés. Donc les fichiers images, les fichiers texte, c'est informatisé. Donc on peut instantanément passer de l'épisode 1 à l'épisode 25, de la boucle 12 à la boucle 37, et ça prend absolument pas de temps. Donc maintenant, le plan de travail est fait tout à fait différemment de ce qu'il était à l'époque. On nous appelle et on vient une demi-journée ou une journée et on enquille 10 épisodes ou 15 épisodes sur chacun. Donc on peut être éventuellement seul sur le plateau et on va faire ces 10 épisodes, ces 15 épisodes dans la foulée comme ça. Donc pour Dragon, pour là, le film, il se trouve que j'ai eu une très grosse bronchite et j'étais enrhumé grave et je suis arrivé le jour de l'enregistrement, j'avais plus de voix. Et je épouvantable. Donc je n'ai pas pu enregistrer. Donc je suis rentré chez moi. Le lendemain, je suis revenu, c'était pareil. Donc j'en ai essayé, ça ne marchait pas. Donc je suis revenu 3 jours après avoir eu 42 fièvres et tout. Et là, il m'a fait toutes mes scènes et j'ai dû faire toutes mes scènes en 2 heures de temps. Mais il ne parle pas beaucoup. Mais normalement, sinon il m'avait prévu une journée. Mais je n'aurais pas fait toutes mes scènes d'affilée. Mais la totalité du film, il l'a fait, je ne sais pas, peut-être en 5 jours. Mais en réunissant les scènes de chacun, quoi. On travaille totalement différemment. Donc, quand on travaille sur des épisodes de série, maintenant on travaille de cette manière-là. Donc, on peut faire très bien, je vous dis, 15 épisodes en une demi-journée. On n'ait pas beaucoup de lignes sur des épisodes, quoi. Donc, nous, à notre niveau, on ne se rend pas compte du temps que ça prend pour faire la totalité. À l'époque, on faisait 5 épisodes en une journée. Parce qu'on commençait le matin. Et on faisait 2 épisodes et demi le matin, et puis 2 épisodes et demi l'après-midi. Donc je pouvais vous dire, oui, c'est une journée, 5 épisodes. Aujourd'hui, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications aussi. Oui? Pas convaincu? Si, ça va? Est-ce que vous étiez justement fan de manga? C'est ce qui vous a poussé notamment à accepter le personnage de... On vous dit que je n'accepte rien! On m'a appelé, je suis arrivé, c'était pour le faire. Je dis que je vais faire rougir. Je ne suis pas si méchant que j'en ai l'air. Non, la question n'était pas finie. Je recommence. Est-ce que vous étiez fan de manga? Ou alors c'est un univers que vous avez découvert justement quand on vous a appelé pour jouer le personnage de Vegeta? J'ai répondu tout à l'heure, à l'époque on ne connaissait pas les mangas en France. On n'en avait jamais vu. Et ça a débarqué, nous les comédiens, c'est la première fois qu'on voyait ce genre de choses. On n'avait jamais vu ça, on ne connaissait pas du tout. Et non, c'était pas notre univers. Ce n'est toujours pas mon univers. J'ai toujours encore une fois, j'ai une immense tendresse pour ça. Et c'est vrai que quand j'y vais, je le retrouve. Je ne dis pas que le travail est forcément agréable à faire, parce que c'est très fatigant. Mais je le retrouve avec plaisir, oui. J'aime bien, parce que j'ai la tendresse pour le personnage. Et puis entre nous, quand on est sur le plateau, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on se retrouve sur le plateau, c'est sympa, parce qu'on est très copains entre nous, donc on passe de bonnes journées. Mais je sais à quoi je répondais. J'ai oublié. Mais pour autant, les mangas, oui, ça, non. Mais pour autant, les mangas, ce n'est pas mon univers. Moi, c'était Walt Disney. Et le vieillard que je suis ne va pas changer aujourd'hui. Très bien. Donc j'ai encore 2 questions. Vous, personnellement, vous regardez les films, vous préférez les regarder en VO ou en VF? À votre avis? En version martienne. Non, en VO. En VO. Je vous explique pourquoi. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand les dessins animés, c'est autre chose. Hein. Les dessins animés, il y a d'excellentes versions françaises et je les regarde. Quand je regarde les dessins animés, je les regarde en version française de préférence. Oui. Tous les films avec des acteurs en chair et en os, je les regarde en VO. D'abord parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail de l'acteur original. C'est d'entendre sa voix à lui. C'est d'entendre ce qu'il fait dans l'original. Même s'il est divinement bien doublé, je me contrefous de ce que l'acteur qui a fait en français, ce qu'il a fait. Même s'il est très bien. Moi, j'ai envie d'entendre le mec avec sa voix et ses intonations à lui, d'une part. D'autre part, comme j'en vends quand même depuis quelques années,
quand je tombe sur une version française, ben, j'ai l'impression d'être au bureau. J'entends, ah c'est qui, ah c'est quoi, ah c'est sa voix, ah c'est la voix de qui, je ne connais pas, ah si c'est lui, ah c'est un bon choix, ah putain il est mauvais. Puis je vois le texte français, je vois la rythme défilé, je vois l'anglais, quand c'est l'anglais, je vois l'anglais derrière, mais pourquoi ils l'ont traduit comme ça, ah voilà, je vois bien, ah c'est bien traduit, qui a dirigé ça, ah c'est bien dirigé, ah c'est mal dirigé. Donc je regarde en VO. Il m'arrive de temps en temps de zapper sur la VF pour voir ce qui a été fait en français. Et généralement, je suis horrifié parce que je sais à quel point, et je le constate très souvent, même s'il y a d'excellentes VF, mais très souvent, elles ne sont pas très bonnes à mon goût. Et je sais, pour être dans les studios moi-même, à quel point on peut détruire l'original avec des mauvaises directions, des mauvais comédiens, des mauvais textes. Donc, je regarde l'original. Voilà. Mais je comprends que la VF puisse plaire et c'est un mal indispensable pour les gens qui ont du mal à lire, pour les handicapés visuels, pour les jeunes, pour les gens âgés, pour ceux qui... Voilà, je comprends que ce soit indispensable, hein, je ne crache pas dessus du tout. Moi personnellement, non, je regarde pas. Je veux dire, pour une fois, j'ai pas envie d'être au bureau. Très bien, merci. Donc j'ai une dernière question avant de laisser la parole au public. Est-ce que vous avez des projets en cours ou on peut vous retrouver où prochainement? Alors pour ce qui est spécifiquement du doublage, on ne parle pas de projet dans notre milieu, parce que c'est des choses très ponctuelles. On nous appelle, t'es libre mardi prochain, 9h30, 13h30, ouais. Mais avant d'y aller, c'est pas un projet, on dit on a un cachet, ouais, j'ai une date, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais il n'y a pas le projet de faire quelque chose. Si on sait qu'il va y avoir une série qui va revenir, ah oui, alors j'ai le projet, mais c'est même pas un projet, on ne parle pas comme ça. Au théâtre, oui, on a le projet. J'ai le projet de jouer une pièce, on espère qu'on va la monter, j'ai ce projet-là. J'ai le projet que je vais tourner un film, ou un téléfilm, ou une web-série. On parle de projet. Dans le doublage, on n'emploie jamais ce terme-là. Donc, je ne sais même pas si j'ai des dates devant moi. Oui, je crois, je travaille la semaine prochaine, mais même pas, je dois... Oui, si, la semaine prochaine, j'ai une date, mais c'est même pas un projet. Oui, j'ai une date la semaine prochaine. Mais je ne parle pas en termes de projet, quoi. Alors...